une des raisons pour lesquelles je fais ce que je fais, c'est que j'essaie de donner une vision de la vente qui est peut-être moins bro marketing un peu. Puis j'attire beaucoup les femmes pour cette raison-là, je pense. J'ai des hommes aussi qui me suivent, puis je vous adore les hommes qui me suivent. Mais il y a beaucoup de femmes qui ne se retrouvent pas en ce moment dans l'industrie du marketing web qui est hyper masculine, hyper genre, même Olivier, la domination mondiale. Je veux dire, voilà. Fait que j'essaie de montrer une image un peu différente, là. Vous écoutez L'ambition au féminin, épisode 7. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous survivez à la grisaille de novembre. C'est le moment où j'enregistre l'introduction à cet épisode. Et je vais pas m'étendre en long en large sur ma vie parce qu'on a un épisode vraiment intéressant aujourd'hui, qui est l'épisode 2 avec Alexandra Martel. Si vous avez écouté l'épisode 1, Alexandra Martel nous parle de son parcours en rédaction persuasive. Ah, vous entendez ma fille en background, mais bon. Et dans l'épisode 2, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'elle va nous parler de son succès et comment la visibilité qu'elle a commencé à avoir de plus en plus dans les derniers jours se manifeste par rapport à elle-même, par rapport à son entreprise et les blocages qu'elle a pu surmonter justement pour en arriver là, pour en arriver à un moment où est-ce qu'elle se sent vraiment sur son X, où est-ce qu'elle se sent vraiment prospère dans ce qu'elle fait. Et on parle de beaucoup de choses vraiment fascinantes dont, justement, bon, ces blocages qu'on a parfois à être visible en tant que femme, mais aussi pourquoi, dans le fond, la rédaction persuasive, pour elle, c'est une façon de donner des voix, d'aider les femmes à se valoriser. Et quand je dis valoriser, je parle vraiment de se donner de la valeur sur un marché, dans un monde qui est très... si on prend le monde de la vente, le monde du marketing, très dominé par la voix masculine, par la présence masculine. Puis, je trouve ça super intéressant parce que le but de ce podcast, notamment, c'est de représenter la femme sous toutes ses coutures, sous différentes façons de vivre le succès, et donc de rendre plus visible une expérience qui serait pas nécessairement vue, parce que j'ai l'impression que, bon, si on parle d'entrepreneuriat, si on parle de succès, souvent, on va garder ça un peu pour nous, un peu caché, puis on va pas nécessairement s'en vanter parce que c'est quelque chose de très personnel à nous, comment on vit ça. Et bon, je vous laisse écouter l'épisode, je vous laisse réfléchir à la façon dont vous vivez votre visibilité ou dans laquelle vous rendez visible vos façons d'exister dans le monde. Puis, est-ce que pour vous, c'est important d'être visible? Est-ce que c'est difficile? Donc, j'aimerais ça avoir vos commentaires, que ce soit dans les commentaires de cet article de blog à mtamarque.com/7 ou sur le podcast, sur iTunes, Spotify, peu importe là où vous écoutez vos podcasts, parce que je trouve toujours ça intéressant d'avoir du retour sur les différentes expériences, puis de savoir comment on vit ça, chacune pour soi, cette expérience de devoir être vu et reconnu. Donc, sans plus attendre, je vous laisse sur la partie 2, l'épisode 7, avec Alexandra Martel, qui vole encore la vedette dans l'épisode d'aujourd'hui. Salut Alexandra, re-bienvenue sur le podcast. Deuxième épisode pour parler de rédaction persuasive, mais aussi de ton parcours, parce que je trouve que tu as un parcours pas mal intéressant. Si vous n'avez pas écouté l'épisode 1 avec Alexandra, je vous invite à le faire avant peut-être d'écouter celui-ci, ou peu importe, ça dépend de vous. Mais bref, aujourd'hui, je voulais qu'on continue la discussion, surtout par rapport à ce que tu considères être l'authenticité sur Internet, puis à travers tes textes. Je trouve que récemment,
Puis là, je sais pas, tu sais, c'est sûr que quand on regarde nos publications ou quand on regarde nos réseaux sociaux, tu sais, à un moment donné, il y a une chambre à écho qui se crée, puis on commence à avoir tout le temps le même monde, puis c'est tout le temps le même style, puis là, tout le monde commence à écrire pareil, tu sais. Est-ce que tu penses que l'imitation d'un style peut être à ton avantage, comme à l'avantage de la personne qui veut vendre quelque chose? Tu sais, par exemple, là, je me dis, est-ce que tous les gens qui vont faire ta formation sur la rédaction persuasive finiraient par écrire un petit peu sous le même genre parce que c'est un petit peu ton essence que tu leur partages? Ah, c'est super intéressant comme question. Puis, j'aborde ce sujet-là dans ma formation parce que c'était une de mes peurs, en fait. Mm-hmm. Moi, quand j'écris pour des clients, il n'y a aucun client pour lequel j'écris comme moi. Aucun. OK. Puis j'ai des clients qui sont beaucoup, tu sais, j'ai des clients plus âgés qui préfèrent vous voyez. J'ai des clients qui ont un sens de l'humour complètement différent du mien. J'ai des clients qui n'aiment pas ça, faire des jokes. J'ai des clients, tu sais, je veux dire, ça dépend de ton authenticité à toi. Puis le mot authenticité est un peu galvaudé ces temps-ci. On le voit un peu partout. Absolument. Puis je trouve ça triste parce que moi, c'est un mot auquel je suis très attachée. Puis pour moi, être authentique en copywriting, c'est quoi? C'est sonner vrai. Puis, si tu essaies d'adopter le style de quelqu'un d'autre, puis que ce style-là ne te correspond pas, je suis désolée, mais ça paraît, ça se sent. Les gens vont voir là, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sais, tu peux pas écrire comme moi au-dessus, puis avoir des photos super léchées partout, puis je sais pas, moi, ça fonctionnera pas. Je veux dire, ce sera pas vrai. Le parallèle que je donne dans ma formation, puis que je répète souvent, c'est tu sais, quand tu es adolescent, puis que tu vois passer à la télé une pub du gouvernement. Puis là, le gouvernement, ils ont fait un focus group, puis ils se sont dit, si on veut toucher les jeunes, il faut tutoyer. Fait que là, l'annonce tutoie les ados, puis toi, en tant qu'ado, tu vois ça, puis tu trouves juste ça infantilisant à mort. Ouais. Tu sais, c'est quasi malaisant tellement tu te sens infantilisé dans leur maudite annonce anti-cigarette ou anti-alcool ou peu importe. Ouais. C'est pareil si c'est pas naturel pour toi de parler au-dessus ou de faire des blagues ou peu importe le style que tu adoptes, ça va paraître. Un que je vois souvent, là, c'est les coachs qui essayent tous d'être Tony Robbins. Là. Et que ça me gosse. Tu sais, c'est pas parce que Tony Robbins a du succès en faisant du tough love que toi, c'est ton naturel de faire ça. Ouais, on peut pas tous être Tony Robbins. Sinon, on aurait tous des comptes en banque qui exploseraient. Ça serait quand même nice. Ouais, de toute façon, je veux dire, ta personnalité à toi peut aussi bien fonctionner. Puis souvent, le problème que les gens ont, c'est qu'ils savent pas c'est quoi leur personnalité. Ouais, puis ils l'assument pas. Puis ça, je pense que c'est, encore une fois, quand on en revient au personal branding, tu sais, c'est vraiment l'effort numéro 1 à faire, c'est qui je suis à l'aise d'être, puis aussi quels gens je veux attirer qui sont comme moi, tu sais. Est-ce que dans ton travail, mettons, avec tes clients, parce que souvent, on va parler comme connaissez votre avatar, connaissez votre public, mais toi, tu parles aussi beaucoup de la voix personnelle, puis je pense que les gens ont des fois de la misère entre se dire « Ah, mais je veux être capable d'attirer ce monde-là tout en restant moi-même, mais là, peut-être ces gens-là, ils vont pas aimer qui je suis. » Comment tu balances? Honnêtement, là, si ton client idéal aime pas quitter, change de client idéal. Ouais. Genre, tu sais, ça va avoir l'air dur ce que je dis, mais c'est ça quand même, parce que s'il faut que tu te déguises pour convaincre quelqu'un de travailler avec toi, tout va être plus difficile dans ton marketing, tout le temps. T'sais. Puis de toute façon, souvent, c'est une fausse peur, puis c'est pas vrai. Regarde ma peur de publier comme je le fais en ce moment sur LinkedIn, et que j'avais peur, je me disais, Seigneur, je vais avoir plein de gens qui sont fatigants, puis qui sont fâchés, puis qui aiment pas ça, puis qui me disent, voyons donc, tu me tutoies, puis etc. Puis ça s'est pas produit du tout, là. Je veux dire, ça va super bien, puis j'ai attiré des gens qui aiment ça, puis les gens qui aiment pas ça, ben une fois de temps en temps, ils commentent, mais le plus souvent, ils disent pas un mot, puis ils viennent pas, c'est tout, tu sais. Je pense que souvent, c'est une fausse peur qu'on crée. Définitivement. Puis avec mes clients, on travaille la voix de plusieurs façons parce qu'au début, ce que je faisais, c'est que je demandais à voir
tu sais, je jasais avec eux, puis j'essayais de remarquer un peu c'était quoi leur façon de s'exprimer, puis c'était quoi leur... Puis je le fais même pour les business qui ont plusieurs employés, là. Souvent, les gens me disent « Ah, moi, ma business a plusieurs employés. » C'est pas grave, là. Il y a plein de compagnies qui ont plusieurs employés puis qui ont quand même une personnalité à leur brand, tu sais. Mais fait que je jasais avec mes clients, puis j'essayais de voir leurs expressions, c'était quoi. Puis s'ils ont donné des conférences ou ils ont fait des vidéos, j'écoutais les vidéos, puis je regardais les textes qu'ils ont déjà écrits, puis j'essayais d'identifier la voix. Puis le problème que je rencontrais, c'est que des fois, c'était pas cohérent parce qu'ils n'avaient jamais réfléchi à c'est quoi la voix qu'ils voulaient avoir. Fait que là, tu allais sur leur blog, ils avaient engagé plein de rédacteurs différents, fait que la voix était super incohérente. Tu écoutais des vidéos d'eux, puis là, ils étaient tout tu sais, là, vraiment pincés, là, qu'ils essayaient d'être corpo quand ils ne sont pas réellement, etc. Donc, maintenant, j'ai adopté une méthode que j'ai trouvée sur le site du Nielsen Norman Group. Je peux peut-être te donner le lien, qui sont des chercheurs, c'est un genre de think tank qui font de la recherche en user experience. C'est vraiment, vraiment nice. Puis, ils ont fait une espèce de méthodologie pour identifier la voix d'un brand qui est basée sur 4 axes. Puis c'est ce que j'utilise en fait. Donc, tu as un axe, par exemple, que c'est formel ou informel, tu as un axe que c'est drôle ou plus sérieux, etc. Donc, je m'assois avec mon client, puis là, on identifie en premier où il se trouve en ce moment sur ces axes-là, puis est-ce que c'est cohérent partout. Puis en deuxième, on dit, OK, ça, c'est ce que tu as en ce moment. Comment tu veux que ça évolue? Mais c'est important de faire ce travail-là de manière consciente et active parce que c'est ça, des fois, ils n'ont juste jamais pensé là, au fait que ça leur prend une voix unique. C'est même pas quelque chose qui a effleuré leur esprit. Oui, ça fait pas partie de leur recherche dans leur brand. Puis ça aussi, on remarque beaucoup ça quand que je travaille en marketing, des choses comme ça. Une grande erreur que les gens feraient quand ils écrivent, ça serait quoi selon toi? Quelque chose que vraiment très commun, même des rédacteurs feraient. Je sais pas, là, je te dis ça de même. Ben, la première qui me vient en tête, puis qui est hyper commune, c'est d'écrire comme si ton prof de français du secondaire regarde par-dessus ton épaule tout ce que tu écris. Celle-là est très, très, très commune. Mais une autre qui est beaucoup trop commune, c'est que les gens n'ont pas d'intention avant d'écrire. Ça, c'est peut-être mon côté copywriter, mais peu importe ce que j'écris comme texte, que ce soit un message dans une carte de fête, une biographie, un post sur LinkedIn, une infolettre, je m'arrête 2 secondes puis je me demande c'est quoi mon intention avec ce texte-là. Est-ce que je veux créer une émotion chez mon lecteur? Est-ce que je veux lui présenter une idée? Est-ce que je veux faire évoluer sa pensée sur tel truc? Est-ce que je veux qu'il clique sur un bouton? C'est quoi? Qu'est-ce que je veux créer chez lui quand il va lire ce texte-là? Tu sais, si c'est une carte de fête, ça peut être, tu sais, je veux-tu qu'il rie, je veux-tu qu'il soit ému, je veux-tu... Bref, c'est quoi mon intention derrière ce texte-là? Puis prendre 2 secondes pour t'arrêter puis répondre à cette question-là avant d'écrire un texte, ça fait tellement une grosse différence. Ouais. Donc, être très intentionnel. Non, c'était vraiment un bon truc. Ouais. Puis on oublie parce qu'on a l'impression qu'à la fin de nos contenus, des fois, il faut tout le temps faire une vente. Mais c'est pas tout le temps ça. Là. Non, absolument, tellement pas. Puis... L'autre erreur que je vois là, beaucoup chez les gens qui sont comme moi puis qui font du marketing de contenu, c'est, puis j'en ai parlé sur mon LinkedIn, ils veulent toujours donner 8 trucs, 17 façons, 20 erreurs, un tutoriel. Tu sais, ils ont comme dans leur tête là, donner de la valeur, il faut absolument que ce soit toujours la grosse affaire. Tu sais, là, comment faire tel truc, 8 trucs pour... C'est pas toujours ça, donner de la valeur. T'sais, des fois, donner de la valeur, c'est juste une réflexion, c'est juste un sourire, c'est juste quelque chose qui a résonné avec ton client idéal. Genre, arrêtez de vous mettre des gros impératifs, de créer des trucs immenses comme ça tout le temps, parce que sinon, c'est clair que vous allez trouver ça dur d'envoyer une infolette par semaine. Ouais, puis je trouve que ça prouve à quel point on se vend short, je sais pas comment dire ça en français, là, mais on se dévalorise justement par rapport à notre expérience puis par rapport à ce qu'on a à dire. Même quand on est des experts dans notre domaine, on pourrait juste faire un... Tu sais, comme tu dis, genre, on pourrait juste parler d'un cas qui nous est arrivé dans notre business, puis déjà, il y a plein de monde qui se reconnaîtrait là-dedans. Exactement. Puis à la limite, ils vont plus se connecter avec ça qu'avec les 7 erreurs ou les 8 raisons. Tu sais. Oui, non, définitivement. Je trouvais ça cool dans l'épisode avec Olivier que tu disais que tu essayais d'identifier le philosophe... favori des gens avec qui tu interagis. Puis ça, c'est juste vraiment moi, parce que, en tout cas, je suis de même, mais je voulais savoir c'était qui ton philosophe préféré. Oh, la question est tellement difficile, mais je pense que c'est John Rawls. Tu
connais John Rawls? Pas vraiment, non. C'est un philosophe américain qui est beaucoup étudié en philo du droit d'ailleurs. Puis, si je te partage juste le concept de lui que j'aime le plus, vas-y. mais le concept de lui que j'aime le plus, c'est le voile d'invisibilité. OK. Ça me dit de Puis, quoi? ouais, lui, c'est un philosophe qui s'est intéressé beaucoup à la justice. Puis en fait, il se demandait comment on ferait pour poser un jugement qui est juste, réellement juste, qui est biaisé d'aucune façon. Puis le voile d'invisibilité, c'est l'idée que le seul moyen de poser un jugement qui est juste, ce serait de créer un groupe de personnes qui ne savent pas qui elles sont. Ils ne savent pas si ce sont des femmes ou des hommes, quel âge ils ont, d'où ils viennent, s'ils sont riches ou pauvres, s'ils sont... Puis c'est le seul moyen de poser un jugement sans que tu aies un biais, en fait. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Là, c'est mon petit côté... de son identité. Exactement. En termes de quelqu'un qui juge. Intéressant. Puis, évidemment, cette idée-là du voile d'invisibilité est impossible à appliquer dans les faits. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour t'en rapprocher le plus possible sans que ce soit parfait? Ben, faire preuve d'empathie et de compassion. Puis là, c'est mon côté un peu gauchiste, social justice warrior qui ressort, mais voilà. As-tu des causes, justement, tantôt tu parlais de grossophobie, y a-t-il des causes, justement, que tu serais prête, mettons, à faire ton art, là, à partager ton art pour que cette cause avance un peu plus? Ben, je t'avoue que je suis très féministe. Ouais! Vraiment beaucoup. Yeah! Puis, j'ai déjà été féministe, très militante même. Okay. Puis, tu sais, j'ai des chandails genre « fuck le patriarcat, je veux des chats », ce genre de choses-là. Puis, une des raisons pour lesquelles je fais ce que je fais, c'est que j'essaie de donner une vision de la vente qui est peut-être moins bro marketing un peu. Puis j'attire beaucoup les femmes pour cette raison-là, je pense. J'ai des hommes aussi qui me suivent, puis je vous adore les hommes qui me suivent. Mais il y a beaucoup de femmes qui ne se retrouvent pas en ce moment dans l'industrie du marketing web qui est hyper masculine, hyper genre, même Olivier, la domination mondiale. Ouais. Je veux dire, voilà. Fait que j'essaie de montrer une image un peu différente là, de la persuasion. C'est tout en ton honneur parce que je trouve, en tout cas, je partage la même valeur que toi, puis je trouve que justement, même en entrepreneuriat, puis c'est quelque chose que je veux faire avec ce podcast, c'est de montrer qu'il y a d'autres façons d'être entrepreneur que le bropreneur, genre qui est comme on lâche tout dans notre vie, devenir le startup founder à la Facebook, puis tout ça, genre. Puis, OK, non, c'est cool. Puis, penses-tu que le mot ou le texte est un véhicule quand même dans lequel les femmes se retrouvent plus, peut-être parce qu'il y a un peu plus de distance où l'image est moins affectée que si elle faisait genre de la vidéo ou... C'est super intéressant. C'est super intéressant. Je me suis jamais questionnée là-dessus, mais j'aurais tendance à dire qu'en effet, tu sais, le texte, c'est un bon premier pas pour être visible parce que voilà, t'as pas à te soucier de ton apparence puis tout ça. Parce que, tu sais, aujourd'hui, je suis vraiment, tu sais, hier, j'avais une rencontre avec un client, puis je suis arrivée là en coton watté, puis... Mais ça a été tellement un gros cheminement d'arriver à être assez bien avec moi-même pour me dire si les gens me prennent pas comme ça, je veux même pas travailler avec eux. Ouais. Tu sais, ça a été un gros travail. Fait que, ouais, je pense que l'écriture, quelque part, peut être un bon premier médium. Puis, tu sais, moi, mes premiers lives, là, Facebook, là, je les ai faits dans un groupe privé, qui était le groupe de Stéphanie Forgue, parce que j'étais pas game de les faire, tu sais, publiquement encore. Ça a été un long processus, peut-être, Puis je pense que oui, tu sais, on est tellement plus sensibilisés, socialisés à se soucier, en fait, de notre apparence puis de ce que les gens pensent de nous, que peut-être que, ouais, l'écriture peut être un bon premier pas, là, mais je pense que tout le monde devrait être à l'aise de faire de la vidéo. T'sais, si t'es pas à l'aise de faire de la vidéo, va suivre Communication Futée sur Facebook, genre ceux qui nous écoutent, là, puis vas-y, t'es capable. Non, puis tu sais, comme tu dis, c'est un premier pas, mais après ça, tu sais, une fois que tu as la confiance de te rendre visible, d'augmenter ta communauté, de rencontrer des gens qui pensent comme toi, ben là, j'en prends des étapes pour être de plus en plus présente, parce que je pense que c'est ça qui manque, justement, dans l'environnement des affaires, l'environnement entrepreneurial, c'est de voir et d'entendre des femmes qui vont penser différemment, qui vont faire les choses différemment. Oui, absolument. Puis, tu sais, c'est terrifiant à être visible, puis c'est... Quand tu commences dans ton entreprise, en tout cas pour moi, mes premières peurs puis mes premiers blocages, c'était beaucoup par rapport à l'argent. Donc, on parle beaucoup d'argent, on s'intéresse beaucoup à ça. Puis bon, quand tu finis par avoir de l'abondance dans ta vie,
tu penses que tout va bien aller, puis que tu n'en auras plus des peurs puis des blocages. Mais dernièrement, il y a peut-être 2 semaines, j'ai un de mes textes sur LinkedIn qui a été partagé dans un genre de site d'humour vraiment douteux français. Puis il y a des dizaines de personnes dans les commentaires qui rient de moi puis de mon texte. Là. Wow! Puis, ouais, genre des dizaines, là, tu sais, vraiment beaucoup, beaucoup de monde qui rit de mon texte. Puis, tu sais, je te mentirais pas, là, sur le coup, tu sais, après ça, j'ai fait une publication où je disais, tu sais, j'ai atteint, c'est une nouvelle étape, c'est correct d'avoir tes premiers haters, etc. Mais sur le coup, là, mon cœur a arrêté de battre. Là. Ouais. Genre, je veux dire, j'étais sur le bord d'écrire au site pour les insulter, tu sais. ça allait pas. Comment t'as trouvé? C'est quelqu'un qui te l'a envoyé? C'est quelqu'un qui me l'a envoyé. Honnêtement, j'aurais préféré que... Ben non, c'est pas vrai. Je suis contente qu'il me l'a envoyé parce que, tu vois, ça m'a fait passer par-dessus un autre blocage que j'avais parce que la première chose que j'ai pensé quand j'ai vu ça, puis que mon cœur a arrêté de battre, puis que je me suis mis à vraiment pas filer, c'est, mon Dieu, je commence à peine à être visible. Genre, je veux dire, cette année, j'ai vraiment augmenté de beaucoup ma visibilité, mais il me reste encore du chemin à faire. Puis je me disais, au niveau où je suis en ce moment, j'ai déjà à dealer avec ça. Ça va être quoi dans 1 an, dans 5 ans? C'est ça la peur que ça a fait naître, tu sais, dans mon cœur, puis tout ça. Puis j'ai eu la chance d'en jaser avec un ami entrepreneur à moi qui s'appelle Jonathan Boivin, qui a beaucoup de succès. Puis Jonathan, tu sais, il est super visible là, sur Facebook, tout ça. Puis j'ai tellement aimé ce qu'il m'a dit parce que toutes les personnes à qui j'en parlais me disaient « Ah, mais tu sais, vas-y, c'est pas grave, ça veut dire que tu passes à un autre niveau. » Mais ce que j'avais besoin d'entendre, c'est ce que Jonathan m'a dit. Puis Jonathan, il m'a dit « Je comprends complètement ce que tu ressens. Puis moi aussi, quand ça m'arrive, je fais une mini-crise cardiaque. C'est ça que j'avais besoin d'entendre. Tu sais, j'avais besoin d'entendre ton émotion, elle est valide. Ouais. C'est, voilà. Puis maintenant, j'ai passé par-dessus, puis ça va bien, mais sur le coup, tu sais, je pense que c'est normal d'avoir ces blocages-là, puis de passer par-dessus ces choses-là, puis ça fait peur être visible. C'est vrai que ça fait peur. Ouais, puis on va pas se mentir, puis il y a des documentaires qui sortent à chaque jour, quasiment, je dirais, là, mais à quel point la violence envers les femmes en ligne est aussi vraiment, tu sais, c'est très, très, très répandu, beaucoup plus que les hommes, surtout des femmes qui vont avoir des opinions, que ce soit des journalistes ou genre des militantes ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, juste en termes, tu parles de marketing, tu parles de copywriting, puis il y a déjà du hate, tu sais, c'est comme, imagine... Non, c'est clair, c'est clair. Ouais, c'est certain. C'est hard. Bref. Ouais. OK. Puis, qu'est-ce que... Mettons que, bon, le podcast s'appelle l'ambition au féminin. Quelle serait ta grande ambition, que ce soit pour ta vie professionnelle ou dans les prochaines années? Parce que là, ça explose ta business. Vas-tu en partir une agence? Pas du tout. Puis, en fait, j'ai lu récemment, il y a quelques mois, le livre de Paul Jarvis, Company of One. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont l'ambition de devenir des gestionnaires, des présidents, des CEO, puis qui veulent gérer d'autres personnes. Puis moi, je suis pas bonne pour ça. C'est vraiment pas mon talent. Moins j'ai de choses à gérer, mieux je me porte. Puis je veux vraiment que mon entreprise soit au service de ma vie et pas le contraire. Donc, j'ai pas l'ambition d'avoir une immense équipe en dessous de moi puis de réaliser plein de mandats de copywriting. C'est la raison pour laquelle je suis en train de certifier des rédacteurs, des copywriters. Very cool. Ouais, j'en certifie 3 cette année, puis peut-être plus dans les années à venir, on va voir. Parce que, bon, je veux pas avoir un espèce de modèle d'affaires style agence où j'ai des gens qui sous-traitent, tout ça, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est enseigner, donner des conférences. C'est ça qui me fait le plus vibrer, c'est ça qui me nourrit le plus. Puis c'est vraiment ça mon objectif. Puis je trouve ça difficile de répondre à la question. Tu sais, souvent on va te demander « Ah, c'est quoi ton rêve? » Puis quand mes amis, ils rient beaucoup parce que dans la vie de tous les jours, tu sais, mettons, quelqu'un me dit « Hey, ce soir, on va chez Tao, qui est comme un de mes restos préférés dans la vie. » Puis là, je réponds « Ah ouais, c'est mon rêve. » Puis là, j'ai vraiment... Puis je dis tout le temps « C'est mon rêve. Tout est mon rêve. » Puis c'est tout le temps des très petits rêves. Je suis beaucoup quelqu'un qui est comme ça. Fait que j'ai pas un grand rêve. Je suis très intuitive dans mon entreprise. Puis tout ce que je veux, c'est continuer d'avoir un impact sur de plus en plus de gens, puis répandre en fait mes valeurs puis ma vision de ce que c'est la persuasion. Qui est une vision de femme. Je suis contente de l'entendre.
Mais si tu veux qu'on parle de chiffres, on peut parler de chiffres aussi, parce que j'en ai parlé. On peut, mais t'en as parlé. T'es-tu allé sur le podcast de Geneviève? Non, j'aimerais ça, par exemple. On va te suggérer à les vraies affaires. Ouais, Cross-promotion de podcast. Ouais. Parce que, tu sais, ça... Tu sais, puis c'est vraiment pour ça que j'ai fait mon texte sur LinkedIn. Tu sais, c'est sûr que moi, l'argent, c'était une grosse affaire dans ma vie. Je veux dire, je m'auto-sabotais de multiples façons. Puis l'évolution de mon modèle d'affaires, de mon pricing, c'est quand même... Tu sais, je vis plein de gratitude par rapport à ça. Puis je suis hyper contente. Puis ça a débloqué quelque chose en moi. Tu sais, recul, il y a 6 mois, 100 000 pour moi, c'était inatteignable et immense. Puis là, maintenant, je vois mon objectif financier pour les années à venir grossir exponentiellement à chaque jour. Là. Tu sais, c'est vraiment fou. Ça a comme ouvert une vanne. Là. C'est cool parce que j'écoutais justement un podcast récemment qui parlait d'un genre de thermomètre en termes de qu'est-ce que tu vises comme revenu, whatever, puis que ton thermomètre peut tout le temps augmenter ou diminuer dépendamment de où est-ce que tu en es. Fait que toi, il continue à augmenter. C'est cool. Ouais, non, vraiment. Puis, ouais, tu sais, je trouve ça fou parce que recule 6 mois en arrière, puis, tu sais, j'aurais pas du tout tenu le même discours. C'est ça, l'entrepreneuriat, on évolue beaucoup en tant que personne. Ouais, puis t'es quand même, t'as pas 30 ans, hein, selon ce que je comprends? Ou... Non, j'ai 26 ans. Wow. C'est fou! C'est extraordinaire quand même. Puis, tu sais, je suis une personne qui est vraiment enjouée et pleine de gratitude tout le temps, mais très, très rare les gens qui ont mon âge, puis je le sais parce que j'en ai plein des amis de mon âge qui ont trouvé un truc qui les fait vibrer autant que moi. Là. Tu sais, je veux dire, je capote sur ce que je fais, puis je suis infiniment reconnaissante à je sais pas quoi, l'univers, la vie, tout ce que tu veux, d'avoir mis ça sur mon chemin aussi vite. Ouais. C'est incroyable. Je suis vraiment chanceuse. Je suis très, très chanceuse. Puis même, j'ai tellement d'entrepreneurs autour de moi qui se sont lancés en entrepreneuriat plus vieux, quand il y avait une hypothèque, puis des enfants, puis des responsabilités, puis qui partaient d'un salaire déjà élevé, puis qui devaient sacrifier ce salaire-là un temps pour essayer de lancer leur entreprise. Tu vois de quoi je parle? Je vois de quoi tu parles. C'est un petit peu ma situation, pour être bien honnête. Ouais, c'est pas évident. Tu sais, c'est vraiment pas évident. Moi, pense-y, quand je me suis lancée, j'arrivais de passer 3 ans sur les prêts et bourses. Wow, OK. Donc, mon ordre de priorité était complètement différent. Je vivais une vie tellement simple, tu sais, dans un petit appartement avec très, très peu de besoins. Puis, honnêtement, je pense que ça m'a permis de grossir plus vite. Ouais. Tu sais, en entrepreneuriat, on va à la vitesse que nous permettent nos circonstances. Absolument. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Oh, moi, j'ai commencé de zéro. » Ouais, mais il y a quand même toujours une part de facteurs externes, puis de chance, puis etc. Puis moi, j'ai eu beaucoup de chance de commencer dans ce contexte-là où j'avais pas de sacrifice à faire. Oui. Ben, t'as allumé rapidement, dans le fond. T'as allumé que c'était ça que tu voulais faire, que c'est là que tu t'en allais. Mais j'ai quand même fait un bac pour rien, entre guillemets. Non, moi, je crois pas à ça. Ben, moi non plus. Mais en voulant dire, tu sais, j'ai quand même, j'ai aéré un peu, là. Mais j'ai moins aéré, c'est parce qu'en entrepreneuriat, la plupart du temps, les gens ont une première carrière, une grosse carrière, et après, ils s'en vont en entrepreneuriat. Moi, tu sais, je suis devenue entrepreneur par accident au bon moment. Puis je suis vraiment contente de ça. Puis ça thrive. Puis j'ai appris que tu t'étais fiancée. Oui, j'ai demandé mon chum en mariage. T'as pas eu à le persuader, lui. Non, j'ai pas eu à le persuader fort. Je te dirais que ouais, ça a été facile. J'ai bien ri, j'ai mis dans mon infolettre parce que tu sais, mon copain après a partagé les alliances sur sa page Facebook. Puis nos 2 mères ont écrit en dessous, mais tu sais, il a comme pas écrit j'ai dit oui ou quoi que ce soit, il a juste mis les alliances, tu sais, puis il a écrit genre Alex vient de me demander en mariage. Puis nos 2 mamans ont écrit en commentaire OK, mais t'as répondu quoi? Puis là, j'étais comme mon Dieu, la confiance. People. Fait que c'est pour l'année prochaine? Soit l'année prochaine, soit l'autre d'après. Je suis pas encore 100% décidée. Je veux me laisser le temps. Ça va dépendre aussi de ce qui se passe dans ma business. Je veux pas que ça me stresse d'organiser mon mariage. Non, définitivement. Puis je veux un mariage d'automne. Ah oui, c'est trop beau. Moi, je me suis mariée le 30 septembre. C'est beau, les mariages. Ah, wow, cool. Bon, pour terminer, premièrement, là, je t'ai pas posé la question... As-tu été coachée? T'es-tu une self-coach dans le sens que tu consommes beaucoup de contenu? As-tu des livres fétiches que tu voudrais partager ou des choses comme ça? Genre une ressource peut-être que pour toi c'est incontournable si on veut s'intéresser à la persuasion?
Si on la parle rédaction persuasive. Si on parle de persuasion, le livre que je conseillerais aux gens qui débutent, je pense que ce serait le livre de Anne Handley. Je ne sais pas si tu le connais. Je pense que je suis en train de le lire. Oh my God! C'est bien un drôle de hasard. Bon, là, pour les gens qui nous écoutent, Tatiana vient carrément de montrer le livre à l'écran. Là. Je suis vraiment... Donc, ça s'appelle Everybody Writes. C'est des courts chapitres. Vraiment, tu es d'accord avec moi que c'est trippant. Si tu passes à travers comme ça, c'est super facile à lire. Puis, il y a une bonne partie du livre qui touche à des sujets en lien avec la persuasion. Mm-hmm. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ce livre-là. Puis souvent, c'est le premier que je recommande. Pourquoi? Parce que il est tellement simple à lire. Tu sais, c'est comme, tu passes à travers ça super rapidement, puis t'as du fun. Mais sinon, là, si tu veux vraiment découvrir des trucs un peu plus neurologiques, puis des billets, puis tout ça, c'est mon genre. Moi, je capote sur Dan Ariely. OK. Je sais pas si tu le connais. Non. Donc, Dan, D-A-N, Ariely, A-R-I-E-L-Y. Il a écrit toutes sortes de livres. Là. Ce gars-là, il fait de la recherche en behavioral economics, qui est un domaine de recherche vraiment intéressant. Puis, en fait, lui, sa passion dans la vie, c'est de prouver, en fait, à quel point les décisions qu'on prend sont irrationnelles, puis de montrer un peu tous les biais qui font en sorte qu'on prend des décisions irrationnelles. Son livre le plus connu, je pense que c'est Predictably Irrational. OK. Il a été traduit en français. Le titre en français, c'est vraiment, entre parenthèses avec un point d'interrogation, moi qui décide. Puis c'est excellent, là. Genre, c'est vraiment fun à lire. Puis on apprend plein de choses vraiment passionnantes. Puis sinon, au niveau des formations en ligne, tout ça... Il y a la tienne. Il y a la mienne, bien sûr. Que je vais relancer d'ailleurs à la fin du mois en pré-vente. Donc, parce que, en fait, j'ai fait 2 versions de ma formation qui étaient données en live, donc en webinaire. Puis là, maintenant, je ressors une nouvelle version toute préenregistrée où j'ai vraiment adapté mon contenu selon les commentaires que j'ai eus, etc. Fait que je pense que ça va être la meilleure version de ma formation. Je suis bien excitée. Puis pour moi, la chose qui a fait peut-être la plus grosse différence dans ma business, c'est un programme de développement personnel. Puis je ne crois pas tant au développement personnel. Tu sais, je suis une sceptique de la vie. Genre, immensément. Puis c'est drôle parce que j'ai plein de clients en dev perso, mais j'ai vraiment de la misère à, tu sais, moi, faire des méditations guidées puis ces affaires-là, ça vient pas me chercher, tu vois le genre. Mais j'ai fait la retraite de Stéphanie Ford. Tu connais Stéphanie? Oui, absolument. Oui. J'ai fait sa retraite, moi, au cœur de mon succès, en janvier dernier. Puis si tu vois tout ce qui s'est passé dans ma vie depuis janvier dernier, faut que j'avoue que c'est parce que quand est-ce que tu vas passer 3 jours avec d'autres entrepreneurs qui ont toutes les mêmes préoccupations que toi, mais tu es dans un lieu précis, à te questionner sur c'est quoi tes valeurs, c'est quoi, tu sais, je veux dire, j'avais jamais fait ça, puis c'est après que mon marketing a changé que je me suis mise à peut-être laisser ressortir un peu mon féminisme un peu plus, que je me suis mise à laisser ressortir, tu sais, à oser critiquer les choses que j'aimais pas, puis pas juste donner des trucs, tu sais, puis ça a vraiment fait une différence immense dans mon marketing, dans mes résultats. Ouais. Super. Ben on va mettre tous ces liens-là en bas de l'épisode. Puis pour les gens qui sont intéressés. Puis ben c'est ça. Je trouve ça génial d'avoir passé tout ce temps avec toi. C'était vraiment une mine d'or d'informations et d'anecdotes et d'expériences de vie, etc. Merci beaucoup. Est-ce que tu vas demander à quelqu'un de t'interviewer? Moi? Oui, parce que je suis sûre que ça ferait un bon épisode aussi. Des fois, je vais faire du freestyle, là, parler un petit peu de ma vie et de mes réflexions. Mais bref. Donc, merci encore, Alexandra. Je vais, encore une fois, tous les liens vont être dans la page de l'épisode que je vais vous partager. Et inscrivez-vous aux 10 trucs gratuits aussi qu'Alexandra a. On l'a pas mentionné parce que, tu sais, on peut te suivre sur LinkedIn, Alexandra Martel. Ouais. Sinon, tu as une infolettre où tu partages des trucs de rédaction persuasive. Est-ce qu'il y a un short link que tu peux nous donner? C'est tellement pas compliqué. Va sur lesmotspourvendre.com, qui est mon site, quand même très straightforward. Puis, il y a un lien en haut qui s'appelle « Pour débuter ». Tu cliques là-dessus, tu vas avoir mes 10 000 trucs. Excellent. Fait que je vous suggère ça parce que, bon, si vous êtes intéressé par la rédaction persuasive, même juste pour faire vos posts LinkedIn, ça vaut la peine d'appliquer les trucs d'Alexandra. Et ben sur ça, ben, je vais te souhaiter une belle journée d'automne. Je ne sais pas ce que tu as prévu pour cet après-midi, mais j'espère que ça inclut quand même une petite marche dehors.
Oui, clairement. Okay, c'est certain que oui. Bon, ben merci, puis je te dis à la prochaine, j'espère. Ben oui, à la prochaine. Bye. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamar.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!